Nous allons maintenant aborder un formalisme mathématique qui va nous permettre de décrire encore plus simplement les états de polarisation. Il s'agit du formalisme de Jones. Alors, un petit rappel sur ce qu'on a vu. On a vu que la polarisation pouvait être décrite par l'évolution d'extrémité du vecteur champ électrique. Ici, on a considéré une onde plane. Et dans le cas le plus général, eh bien, cette extrémité, elle décrit une ellipse. On s'est intéressé à des cas particuliers, comme le cas de la polarisation rectiligne, où dans ce cas-là, le déphasage qui intervient entre les deux composantes du vecteur A vaut soit 0, soit pi. Alors, on va introduire une nouvelle quantité qu'on va définir comme étant le vecteur de Jones. Il a été proposé en 1941 par R.C. Jones, qui était américain. Alors, ce vecteur de Jones, il a comme composante E0x, E0y exponentielle iφ. Donc là, on retrouve le vecteur E0. La seule différence, c'est qu'il est normalisé. Donc, vous voyez bien, ce vecteur de Jones, c'est juste le vecteur E0 normalisé à 1. Et on fait cette normalisation à travers la racine carrée de E0x au carré plus E0y au carré. Donc rien de sorcier dans ce vecteur de Jones, c'est une quantité très naturelle à utiliser après le travail qu'on a réalisé. Alors, ce vecteur de Jones, a priori, on a trois paramètres qui interviennent, phi, E0x et E0y. Néanmoins, on peut réduire le nombre de paramètres à 2. En effet, on a vu déjà que l'ellipse qui est décrite est incluse à l'intérieur d'un rectangle de largeur 2E0x et avec une autre dimension qui est 2E0y. Donc on peut prendre ça en compte en regardant l'angle que fait la diagonale de ce rectangle par rapport à l'horizontale. Donc il y a un angle qui qu'on introduit ici. C'est assez similaire à la direction de polarisation de l'onde de la polarisation rectiligne θ qu'on avait pu voir. Et si on introduit cet angle qui, on peut définir le cosinus de qui, le sinus de qui et la tangente de qui. Et ça va nous permettre de simplifier l'expression du vecteur de Jones. Et notre vecteur de Jones, avec cet angle qui, c'est uniquement cosinus de qui, sinus de qui, exponentielle iφ. Donc, une manière de simplifier ce vecteur de Jones. Là, encore une fois, faites attention à bien comprendre ce que représente chacun des angles qui est impliqué. Phi, c'est le déphasage entre les deux composantes x et y du champ électrique, et qui, ça correspond plus à l'orientation de la diagonale du rectangle qui encadre la polarisation. Alors, si maintenant on veut regarder les transformations qui s'appliquent à un état de polarisation. Donc là, typiquement, en entrée, j'ai une polarisation qui est rectiligne, un élément optique qui va transformer cette polarisation en quelque chose d'elliptique. Alors, en entrée, je vais pouvoir dire que j'ai un vecteur de Jones J input, en sortie, un vecteur de Jones J out. Dans les deux cas, c'est des vecteurs à seulement deux éléments. Et je vais avoir une transformation des composantes J-in en les composantes J-out. Cette transformation, c'est une réorganisation des composantes. Donc c'est une transformation linéaire. Donc qu'est-ce qui peut transformer un vecteur à deux éléments en un autre vecteur à deux éléments? Eh bien, c'est une matrice de 2 qui va faire cette opération. Et cette matrice de 2, eh bien, on va appeler la matrice de Jones. Et on va avoir J-out qui vaut la matrice de Jones multipliée par le vecteur de Jones incident. Donc c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre et ça peut rappeler un processus qu'on avait déjà étudié. On avait déjà vu ça, notamment quand on a travaillé sur les couches minces. Chaque couche mince avait
une matrice caractéristique et on pouvait relier les champs incidents aux champs sortants. Donc ici, eh bien, c'est le même type de démarche qu'on va réaliser. Donc l'intérêt, eh bien, on va le comprendre tout de suite, c'est si on a plusieurs éléments optiques qui interviennent. Donc ici, deux autres éléments optiques. Donc je vais pouvoir attribuer à chaque élément optique une matrice de Jones. Donc on verra par la suite les différentes matrices de Jones caractéristiques des éléments. Donc une matrice M1, une matrice M2, une matrice M3. Le champ incident, c'est un champ J-in. Après le premier élément, j'aurai un champ J1. Après le deuxième élément, un vecteur de Jones J2. Et en sortie, le vecteur J-out. Donc comment je vais pouvoir relier tout ça? Eh bien, je peux écrire que J1 suit le premier élément, donc c'est le produit de la matrice M1 fois le vecteur avant le premier élément, donc J-in. J2, c'est la matrice M2, fois le vecteur de Jones qu'on a juste avant le deuxième élément, donc J1. Et enfin, le champ J-out, c'est la matrice du troisième élément multipliée par le vecteur de Jones qu'on a juste avant, donc c'est J2. Donc il ne reste plus qu'à connecter tout ça. Donc J-out c'est M3 fois J2, mais on sait que J2 c'est M2 fois J1, et on sait que J1 c'est M1 fois J-in. Donc là, ça y est, j'ai ma relation qui relie J-out à J-in. J'ai J-out qui vaut le produit de M3 fois M2 fois M1 multiplié par J-in. Donc ma matrice de Jones totale, on l'obtient simplement en faisant le produit de M3 par M2 par M1. J'ai multiplié les différentes matrices entre elles. Attention, l'ordre a son importance. Le produit de M3 fois M2 fois M1 n'est pas forcément égal au produit de M1 fois M2 fois M3. On n'a pas forcément commutation entre les différents éléments optiques. Donc vous voyez, ce formalisme de Jones va être extrêmement intéressant et on retrouve un formalisme vectoriel qu'on a déjà pu croiser en optique à travers les couches minces ou bien à travers l'optique matricielle ou la propagation géométrique dans les différents éléments d'optique est décrite par également des matrices de 2 et des vecteurs à 2 coordonnées.